Et c'est parti pour la chronique hebdo tech et géopolitique avec le grand Pierre Aski. Comment ça Merci, va? Marion. Pas trop fatigué parce que 8h17, c'est tôt quand même la chronique sur France Inter. Oui, mais ça va, on survit. Ouais, t'es bien rodé. Ouais. On parle leadership, tu le sais, cette semaine, ouais. au travers de l'émission. J'avais très envie de décrypter avec toi les relations entre le pouvoir et les GAFA, les BATX, l'équivalent des GAFA chinois aussi. Qu'est-ce qu'on peut dire d'un point de vue général? Comment la Silicon Valley cohabite avec le Pentagone, avec Washington? Il y a un grand paradoxe, c'est que la Silicon Valley, elle est née dans l'ambiance de la Californie, plutôt libertaire, et qu'elle se retrouve aujourd'hui en étroite collaboration avec la Silicon Valley, Ouais. avec le Pentagone. Avec pardon. le Pentagone. C'est-à-dire qu'il y a une créativité, une innovation du côté de la technologie dont les militaires ont été très jaloux. Parce que la machine militaire, elle met beaucoup plus de temps à s'adapter. Et donc, elle est allée chercher du côté de la Silicon Valley s'il n'y avait pas des choses à récupérer. Et il y a un homme qui incarne vraiment ça, c'est Eric Schmidt. Eric Schmidt est très connu, il a été pendant 10 ans le PDG de Google. Ensuite, il a été président du conseil d'administration. Il est aujourd'hui, alors il a quitté Google, même s'il garde 5 milliards de dollars d'actions de Google et un contrat de conseil auprès de Google. Mais il a créé sa propre structure et il est aujourd'hui l'homme qui établit la passerelle entre la Silicon Valley et le Pentagone. C'est assez spectaculaire parce que il le raconte lui-même assez librement, comment il s'est trouvé face à j'allais dire la ringardise, c'est un peu excessif, mais en tout cas au conservatisme de la machine militaire, et qu'avec un tout petit peu de technologie, on pouvait améliorer. Et ça a été le début de son boulot actuel, qui est très controversé aux États-Unis. Oui, c'est vrai. La presse est dure avec Eric Schmidt. Oui, parce qu'il a... Il y a le côté contradiction avec le slogan Do no evil, ne faites rien de mal, quoi, qui est le slogan de la Silicon Valley d'une certaine manière, en tout cas d'une époque de la Silicon Valley. Et aujourd'hui, il y a évidemment une partie des gens qui travaillent dans la technologie qui voient ça d'un très mauvais œil et qui ne sont pas ravis de participer au nouveau complexe militaro-industriel. Cette expression de complexe militaro-industriel, elle date d'avant Internet, d'avant le numérique. C'est l'industrie lourde, c'est les avions, les chars, etc., les armes. Aujourd'hui, il y a un nouveau complexe militaro-technologique dans lequel se retrouvent toutes les grandes boîtes de la Silicon Valley, y compris par exemple Elon Musk et SpaceX. SpaceX ne serait pas où elle en est aujourd'hui sans les contrats du Pentagone. SpaceX envoie les satellites militaires dans l'espace. SpaceX vient de signer il y a quelques semaines un contrat pour 4 nouveaux satellites. Donc il y a une étroite coopération avec des flux financiers très importants et des gens qui n'aiment pas ça. Il y a eu une polémique dans laquelle Eric Schmidt était d'ailleurs très central, lorsque Google a signé un contrat avec le Pentagone qui s'appelle le projet Maven, qui visait à équiper les drones américains avec le logiciel de reconnaissance faciale de Google. Et donc il y avait tout un travail de recherche qui était fait pour adapter ce logiciel aux besoins de ces drones qui sillonnent l'Afghanistan, le Yémen ou la Libye à la recherche de cibles potentielles ou en tout cas de surveillance et d'action. Et quand ça s'est su, il y a eu une pétition signée par 3000 ingénieurs de Google disant mais on n'a pas signé pour ça. On n'a pas signé chez Google pour aider le Pentagone à tuer peut-être des gens qui le méritent dans la guerre de l'ombre, etc. Mais tuer aussi des victimes collatérales parce qu'on sait très bien qu'il se passe beaucoup de choses. Et Google a été obligé de renoncer à ce contrat parce que ça passait très très mal en interne. Et alors selon les boîtes, c'est pas exactement la même chose. Microsoft, par exemple, a signé un contrat de 10 milliards de dollars avec pour le cloud du Pentagone. Voilà, donc, et c'est passé comme une lettre à la poste chez Microsoft. Alors c'est vrai qu'il y a aussi d'autres figures qu'Eric Schmidt. On pense à Jeff Bezos aussi, tu en parlais,
Tu parlais d'Elon Musk, mais aussi Jeff Bezos. Ou Peter Thiel. Ou Peter Thiel, Palantir. Voilà, Palantir. Et Palantir, c'est une boîte intéressante. Palantir, qui est donc qui est spécialisée dans l'analyse du big data pour raison de surveillance, d'analyse des conflits, des menaces, etc. Et Palantir a signé un contrat avec la DGSI en France après l'attentat de Charlie, parce qu'il n'y avait pas d'équivalent en France. Aujourd'hui, on est en train d'en voir, voilà, ils essaient de construire une alternative. Mais Peter Thiel, c'est intéressant parce que Palantir est né avec un soutien financier d'un fonds d'investissement lié à la CIA. Donc on est encore dans cette coopération et ces passerelles de l'ombre, parce que c'est pas très connu. C'est des accointances, on va dire, quand même. Il y a des accointances fortes. Oui, mais c'est intéressant de savoir que la CIA a un fonds d'investissement qui est même en train aujourd'hui d'essaimer un peu à travers le monde pour repérer des pépites technologiques qui peuvent aider à ces tâches d'espionnage et de surveillance. Donc on est dans quelque chose de structurel. Ce n'est pas des accidents, c'est une vraie stratégie. Alors on va voir avec Biden, le nouveau président qui sera intronisé, on ne sait pas dans quelles conditions, au mois de janvier d'ailleurs, aux États-Unis, quels vont être les liens qu'il va avoir en fait avec la Silicon Valley et tous les patrons des GAFA. Certains sont quand même pas, ont marqué de la distance évidemment avec Donald Trump. Quel est ton pari là-dessus? Est-ce qu'il y aura une histoire d'amour? Ça a beaucoup changé parce qu'il y a eu une histoire d'amour avec Obama. Oui, tout à fait. Obama, on avait même beaucoup théorisé là-dessus, sur le fait qu'il avait gagné grâce à Facebook et à toute cette population de volontaires de jeunes volontaires qui savaient utiliser les réseaux sociaux, etc. Ça s'est gâté beaucoup. Ça a mal commencé avec Trump, à l'exception de Peter Thiel, justement. Peter Thiel était, il faut le savoir quand même, le seul patron de boîte de techno qui était invité à prendre la parole à la convention républicaine qui a intronisé Trump candidat. Donc c'était assez intéressant parce que tous les autres n'aimaient pas Trump. Et puis, petit à petit, il y a eu des approches et Zuckerberg, par exemple, avait de très bonnes relations avec Trump. On a même raconté qu'il y a eu des dîners secrets à la Maison-Blanche entre Mark Zuckerberg et Donald Trump. Ça paraît surréaliste, mais... Pourquoi pas? Tout est possible. Tout est possible, absolument. Et aujourd'hui, évidemment, il y a des enjeux qui sont tellement énormes. Il y a des menaces aujourd'hui de démantèlement de Facebook. Il y a une plainte qui vient d'être déposée par l'administration pour démanteler Facebook. Donc, séparer Facebook de WhatsApp ou d'Instagram, c'est devenu trop gros, trop incontrôlable. Il y a une procédure aussi antitrust contre Google. Donc, voilà, les rapports entre l'administration et les géants de la Silicon Valley sont d'une autre nature aujourd'hui, qui peut être conflictuelle ou, selon les jours et selon les sujets, ou coopérative. Mais je pense que Biden ne voudra pas couper les ponts avec des gens aussi puissants qui sont aujourd'hui l'establishment économique. Exactement, c'est ce que j'allais dire, c'est de la aussi Chine. Des soutiens. Et des États-Unis, mais voilà, je pensais déjà à la Chine. Oui, c'était ma prochaine question. Oui, parce que c'est drôle, parce que j'anticipais, parce qu'il y a un parallélisme étonnant, pas sur les mêmes bases et pas avec les mêmes outils, etc. Mais il y a un parallélisme entre ces deux pays. Et de fait, la Chine se construit avec l'image de l'Amérique qui est son... Par un effet de mimétisme un petit peu. Qui est son modèle et son anti-modèle. Mais on a... Ce que je racontais sur la Silicon Valley, les liens avec le Pentagone et ça, on a l'équivalent en Chine d'une manière plus institutionnelle, parce que en Chine, c'est plus simple d'une certaine manière. Il y a le Parti communiste qui dirige tout. Et même s'il y a un secteur privé gigantesque, on pense à des boîtes comme Alibaba ou Tencent, qui sont des géants qui ont à peu près la même capitalisation boursière que Facebook ou Google, hein, qui sont des géants absolus et qui sont privés. Mais en Chine, il n'y a pas de vrai secteur privé au sens où le jour où Xi Jinping, le président chinois, dit stop ou dit non ou dit oui, c'est ça qui s'applique, quelle que soit la fortune ou la puissance de la société. Et on vient de le voir d'ailleurs, puisque Jack Ma, le patron de Alibaba, vient de subir un échec assez cuisant, puisqu'il était en train d'introduire en bourse à Shanghai et à Hong Kong
la branche financière d'Alibaba, qui s'appelle Ant Financial, et que ça a été stoppé la veille du début des cotations parce que Jack Ma avait fait des commentaires assez critiques sur l'establishment bancaire et qu'il y a eu un retour de bâton et qu'on lui a mis un coup d'arrêt. Ça ne plaisante pas, oui. Donc voilà, c'est l'homme le plus riche de Chine qui a fait une introduction en bourse à Wall Street il y a quelques années qui a été un record absolu et le président chinois lui dit stop. Voilà. Mais pour revenir à la question des liens avec les militaires, il y a un concept en Chine qui s'appelle la fusion militaro-civile. C'est-à-dire, c'est écrit noir sur blanc. Alors c'est un petit peu atténué en ce moment parce qu'on n'en parle plus, ça a été effacé, mais y compris des sites de référence, etc. Mais en 2014, ça a été introduit dans le plan économique et stratégique de la Chine. 2014, c'est 2 ans après l'arrivée de Xi Jinping. Et c'est la stratégie, c'est-à-dire que toute innovation faite dans le domaine civil doit servir aux militaires. Alors, sans compter que Jinping, et c'est toi qui me l'as appris, faut savoir qu'il est ingénieur et il s'entoure à peu près quasiment que d'ingénieurs d'ailleurs. Oui, mais c'est très intéressant parce que ça fait 3 générations en fait, de dirigeants chinois qui sont des ingénieurs. Et je pense que ça explique beaucoup de choses. Ce sont des gens qui ont une pensée de bâtisseurs d'abord, de constructeurs de choses, et puis qui comprennent la matière dont on parle. Je veux dire, quand le bureau politique du Parti communiste chinois consacre une journée entière à l'intelligence artificielle ou à la blockchain ou à l'informatique quantique, enfin, c'est des sujets, on n'imagine pas d'équivalent ailleurs. Je pense que Donald Trump n'était pas capable même d'avoir une conversation sur ces sujets qui lui échappent complètement. Alors, il maîtrise bien Twitter, mais ça, c'est oui, pas du tout au même niveau d'acculturation. Oui. Voilà. Et donc, on a des boîtes, et ça pose des gros problèmes en ce moment entre les États-Unis et la Chine. Le Pentagone a publié cet été une liste de 20 sociétés chinoises qui collaborent avec l'armée, dans laquelle on trouve Baidu, qui est le grand moteur de recherche, l'équivalent de Google, mais qui est aussi très très fort dans l'intelligence artificielle. On trouve Huawei, le géant des télécoms, qui est déjà au cœur de tellement d'affaires avec les Américains. Mais Huawei, et d'ailleurs on en a parlé ces derniers jours en France, puisque Griezmann, le footballeur, a quitté son rôle d'ambassadeur des produits Huawei à la suite de révélations sur lesquelles les systèmes de reconnaissance faciale de Huawei servaient à identifier les Ouïghours n'importe où en Chine. Et voilà, donc on a tout le système. La Chine, c'est une sorte de dictature technologique. On dit qu'il y a 5 caméras pour un citoyen chinois. Alors c'est un peu excessif. Il y a plusieurs centaines de millions de caméras, dont plus de 200 millions déjà équipées de reconnaissance faciale. Il y avait eu cette expérience extraordinaire faite par un journaliste de la BBC dans une ville moyenne. Ville moyenne en Chine, c'est 5-6 millions d'habitants. Et donc il avait le système, la boîte qui faisait les systèmes de reconnaissance faciale avait relevé un défi qu'il avait lancé et il s'était perdu dans la ville. Et l'idée, c'était de voir en combien de temps la police pouvait le retrouver. Ils ont mis 7 minutes. Incroyable. 7 minutes pour retrouver quelqu'un dans une ville de 5 millions d'habitants. C'est dingue. C'est fou. Ouais, c'est dingue. Fou. Et donc, on a cette collaboration extrêmement étroite, beaucoup plus étroite qu'aux États-Unis parce qu'elle est institutionnalisée, elle n'est pas sur une base commerciale, entre les grandes sociétés de la technologie et la dimension militaire de la Chine. Et ça crée aujourd'hui un climat absolument explosif dans le monde parce que les Américains sont devenus totalement parano par rapport à ce qu'ils considèrent être une menace pour leur sécurité. Et ça joue sur une chose, c'est qu'il y a aujourd'hui, dans les universités américaines, 25% des étudiants inscrits dans les disciplines scientifiques, technologiques, mathématiques, etc., sont chinois. Oui, alors moi je suis allée à Stanford plusieurs fois et je n'ai vu que des Chinois à Stanford. Absolument. Et les Américains considèrent aujourd'hui que tout étudiant chinois dans une matière scientifique ou technologique est un espion en puissance, travaille pour, même s'il a une bourse de Huawei ou de Baidu,
il travaille pour le complexe militaro-technologique chinois. Et donc, ça a créé, et ça va créer dans les prochaines années, des problèmes croissants qui menacent véritablement tout ce qui a pu être construit au cours des 20 dernières années. Alors avec toi, on parlera, mais on va terminer cette chronique, on parlera aussi du reste du monde, hein, puisque en Russie aussi, on abordera cette question des relations entre Moscou et un acteur comme Mail.ru, par exemple, qui est l'équivalent là aussi de Baidu ou de Google, mais 100% russe. Et puis on abordera avec toi aussi l'Europe, parce que l'Europe dans tout ça. Bien sûr. Comment est-ce que l'Europe va jouer justement de ses atouts? Est-ce qu'elle en a les moyens? Est-ce qu'elle est capable de jouer sa partition à elle? Voilà, ou est-ce qu'elle va être un éternel allié d'une de ces grandes puissances? Et ça, il y a beaucoup de choses à dire et certainement beaucoup d'actu dans les mois qui viennent. Absolument. Merci beaucoup. Bonne fin d'année à toi, Pierre. Passe de bonnes fêtes. On se retrouve l'année prochaine, dans quelques semaines. Alors. Merci, Pierre. Merci. À bientôt.